Bien, alors donc, dans la première partie de l'application, donc on a vu juste les concepts de base, comment utiliser les composants, les services, comment utiliser le système de routage. Les concepts de base de Angular, ils sont là. Alors, on va essayer d'ajouter une partie qui concerne l'interaction avec la partie backend, c'est-à-dire avec le serveur, en utilisant donc les communications HTTP. Alors, c'est ce qu'on va essayer donc de faire. Ça, on a fait. Montage et navigation. Voilà. Alors, principalement, donc, si vous voulez interagir avec la partie backend, notamment avec les API REST, donc vous aurez besoin d'utiliser donc le service HTTP. Alors, donc c'est votre application qui va envoyer des requêtes vers le serveur. Il récupère des données. Généralement, les résultats récupérés, souvent, ils sont en format JSON. Et après, par la suite, on va essayer de prendre ces données, on va les afficher. Alors, pour cela, donc pour utiliser donc le service HTTP, il y a un module qui est fourni par Angular qui s'appelle HTTP module, que nous aurons besoin de déclarer dans le module principal qu'il faut utiliser. Alors pour voir un exemple d'application, donc on va essayer d'utiliser une API REST hein, pour ne pas développer une API REST. Donc on suppose qu'il y a une API REST qui existe déjà. On va prendre le cas d'une API REST qui s'appelle pixabay.com. Donc en fait pixabay.com c'est-à-dire c'est un site qui fournit donc la possibilité de chercher des images, des photos en principe. Euh, on- euh, C'est-à-dire ce site-là, il expose une API REST que vous pouvez exploiter dans l'application, dans votre application pour pouvoir interagir avec le serveur. Nous, on va l'utiliser juste pour vous montrer le principe, comment utiliser une API REST. Et par la suite, vous-même, vous allez développer votre partie backend de l'application. Alors l'idée principale, c'est quoi? C'est que donc je vais créer un composant que je vais ajouter à l'application qui va me permettre de chercher, de saisir un mot-clé, par exemple un pays ou une ville ou une place, chercher, et après j'envoie la requête vers le serveur, vers la partie backend. Je reçois la réponse en format JSON qui généralement qui contient des photos avec une description. Et après, donc chaque photo, donc on va essayer donc d'afficher les photos avec un système de pagination pour le moment, donc voir comment faire cette pagination. C'est bon, donc cet exemple-là. Et en principe, dans la suite d'applications, vous avez que si on clique sur une photo, donc on peut voir le détail de la photo. Donc en principe, si vous voulez chercher la documentation sur l'API Pixabay, donc pixabay.com/API docs. Alors on va essayer donc de voir cet API-là, qu'est-ce qu'il fournit. Donc autrement dit, l'API Pixabay en principe euh, ça représente la partie backend. Alors je connecte la machine. Voilà. Alors donc cette API-là, si vous voulez l'utiliser, donc vous avez la documentation. Alors en principe, pour l'utiliser, donc vous aurez besoin d'envoyer des requêtes HTTP sur cette adresse-là. Donc il suffit d'envoyer une requête HTTP sur l'API de Pixabay, mais il faut lui envoyer un ensemble de paramètres. Alors quels sont les paramètres que vous aurez besoin d'envoyer? D'abord, il y a une clé. Alors la clé, elle est requise. Donc cette clé-là, pour exploiter l'API, vous aurez besoin de créer un compte. Donc en principe, si vous créez un compte, en fait moi je suis déjà connecté. Alors ici donc,
Alors, inscrivez-vous. Donc, en principe, vous créez un compte. Et si vous créez un compte, donc il va vous fournir une clé directement. Alors ici, donc, c'est le compte. Bon, le compte, je l'ai déjà. Donc, on va se connecter. Alors, j'ai un compte qui est déjà créé. Alors, si vous êtes connecté, donc on va vers l'API, Docs. Et vous pouvez voir directement donc ici, en fait, la clé. Il y a une clé qui vous est fournie qui est affichée là. Bon, ça, c'est la clé qui est fournie pour mon cas. Alors ça, c'est juste parce que généralement, les API publics, ils obligent le consommateur à avoir une clé pour identifier déjà les applications qui consomment cette API REST. Et en même temps, parfois, il y a des limitations. Par exemple, si vous cherchez dans la documentation, par exemple, les limitations, voilà. Par exemple, cette API, donc par défaut, l'application peut envoyer jusqu'à 5000 requêtes par heure. C'est-à-dire que si votre application, c'est-à-dire, il autorise la réception de 5000 requêtes par heure. Mais quand ça dépasse, l'API, il ne va pas l'autoriser. Pour ça, c'est par défaut, mais après, parce que généralement, les API publiques sont faites pour être consommées d'une manière publique, mais après, il y a une partie de l'API qui est professionnelle qu'il faut payer. Parce qu'en fait, si vous voulez bâtir toute une application sur des API publiques, à un moment donné, il faut passer à la caisse. Donc, il y a toujours des limitations. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérimentation, c'est comment tester ces API. Alors, donc, il faut envoyer donc, la clé, il faut envoyer la requête query. En fait, ça représente le mot-clé. Alors, le mot-clé, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Donc, je veux chercher des photos sur une requête quelconque. Et après, vous trouverez donc un ensemble de paramètres. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer tous ces paramètres. Par exemple, ce qui nous intéresse, per page, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il vous retourne un résultat, il vous retourne un certain nombre par défaut, il vous retourne 20 photos pour chaque requête. C'est-à-dire une page contient 20 photos, 20 images. Mais vous pouvez personnaliser ça. Donc si vous voulez personnaliser, vous mettez per page. Par exemple, per page, c'est-à-dire vous dites 10, ça veut dire que pour chaque requête, il va vous retourner 10. Parce qu'on va essayer de faire un système de pagination. Et si vous voulez spécifier le numéro de la page, vous spécifiez page. Alors, la première des choses que vous faites généralement avant de commencer à créer la partie front, il faut d'abord tester l'API. Si ça marche et quels sont les paramètres qu'il faut envoyer. Alors par exemple, dans notre cas ici, par exemple, je vais utiliser API et j'envoie donc les paramètres, point d'interrogation. D'abord la clé, elle est là, key, donc je prends la clé que j'ai ici. Elle est là, key. Je vois end, query. Par exemple, ici, Casablanca, de Marrakech. Et après, per page 10, c'est-à-dire que pour chaque requête, je lui demande de m'envoyer des 10 enregistrements, si vous voulez, et après, quelle page que je veux, la page numéro 1. Alors, j'envoie la requête. Alors, qu'est-ce que vous recevez? Donc, vous voyez ici donc, les résultats fournis au format JSON. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois un objet JSON qui contient totalist, qui vous donne le nombre d'éléments total d'images qui sont fournies. Et après, vous avez un attribut X qui contient un tableau de photos. Et chaque ressource, on vous fournit des informations. Par exemple, vous trouverez ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est preview URL, c'est l'image, c'est la photo JPEG. Et après, donc, ça c'est le format web, mais après, vous trouverez également d'autres attributs comme le nom de l'utilisateur qui a posté cette photo-là, c'est-à-dire l'auteur de la photo. Vous trouverez également la largeur, la hauteur, et vous trouverez des informations, en tout cas ce qui concerne l'API Pixabay, combien de downloads, combien plutôt de likes, etc. Donc, ça c'est une API qui donne des informations. Alors ici donc, vous trouverez chaque enregistrement, il fournit ça. Mais si je veux par exemple la page suivante, donc je vais spécifier la page 2. Donc il me fournit la deuxième page. Si je veux par exemple 20 pour chaque page, j'utilise 20. D'ailleurs, c'est par défaut, c'est 20, je crois. Alors là, vous allez trouver.
D'accord? Alors maintenant, on ne va pas développer l'API backend, ça existe déjà. Donc on va utiliser une API REST qui est déjà faite. Donc on va essayer de la consommer via notre application Angular. Alors donc l'application que nous avons créée, il contient donc deux composants. Il y a le composant about, le composant contact. On va ajouter un autre composant qui nous permet de chercher donc des photos. Suivez? Alors donc je vous rappelle que pour créer donc un composant, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la commande qui permet de générer un composant? ng new, pas new, generate component, c'est le nom du composant. Alors ici donc je vais l'appeler par exemple gallery. Donc il va nous générer un composant gallery qu'on va essayer donc d'inclure dans notre application d'abord et après on va le compléter. Alors je vous rappelle que pour chaque composant généré, il vous génère en principe un dossier qui s'appelle gallery qui contient 4 fichiers. La partie HTML, la partie TypeScript, le CSS et après donc pour les tests unitaires. Donc ça c'est pour chaque composant il y a 4 fichiers. Alors ici pour le moment donc dans la partie galerie donc on va essayer de faire la même chose. Donc on va créer un div, donc la partie HTML. Div, on va utiliser classe panel primary toujours. Un autre div pour panel hidden. Alors ça c'est, si vous voulez, le troisième composant, gallery component. Et panel body. Alors ça c'est le panel body. Alors ça c'est la partie HTML du composant. Alors je vous rappelle qu'un composant une fois qu'il est créé, une fois qu'il est généré, automatiquement en fait il est déclaré dans le module. Alors si on regarde dans le fichier app.module.ts, on va trouver dans les déclarations, donc notre composant a été déclaré. La classe du composant doit être déclarée. Parce que s'il n'est pas déclaré dans le ng module, donc on ne peut pas l'utiliser. Alors bien sûr, quand vous utilisez la commande ng generate component, il le fait automatiquement. C'est-à-dire, il génère le composant, mais en même temps, il va le déclarer dans ce fichier-là. C'est bon? Ça, c'est juste pour rappel. Mais si vous créez le composant manuellement, ben, il faut le déclarer dans le module où vous allez utiliser le composant. Parce que ça va être différent parce qu'il y a parfois des applications dans lesquelles vous créez plusieurs modules et votre composant, vous allez l'utiliser dans un module, donc il doit être déclaré dans le module où vous allez utiliser le composant. Alors maintenant, nous avons un système de routage que nous avons déjà créé. Alors ce système de routage, on a toujours le module. On va ajouter une nouvelle route. On a déjà la route about contact. On va ajouter gallery component. Donc ici, on va utiliser donc le composant. C'est une classe qui devrait s'appeler gallery component. Bien sûr, la classe des composants, on la trouve dans le fichier .ts. Alors vous voyez, donc la classe s'appelle gallery component. C'est bon? Bien. Alors, une fois que c'est fait là, donc j'ai dans la page, dans app.component.html, je vais ajouter un autre bouton. Bon, ça c'est, on est en train de bricoler une barre de menu très simple, parce que bien sûr on peut faire mieux. J'utilise un simple bouton, et ce bouton-là, je vais encore utiliser gallery. Donc ça c'est la route que je vais utiliser. Alors, autrement dit, tout ce que je vais avoir maintenant, je viens d'ajouter un nouveau composant à l'application. Il est là. Oh, il faut que je change le nom. C'est gallery.
Alors quand vous enregistrez, je le disais, une fois que vous enregistrez, vous n'avez pas besoin d'actualiser parce que automatiquement il actualise. Alors galerie, donc vous voyez donc ici, galerie. Alors je vais juste utiliser comme à l'image des autres, donc galerie HTML, je vais utiliser un container, galerie.html. Je vais utiliser un div, envelopper tout ça par un div, classe container. Alors je prends le contenu, CTRL X, je le mets à l'intérieur. Petit espace avec un paragraphe de séparation, comme ça. Comme ça on aura toujours le même style que les autres, pour le moment. Donc j'ai About, Contact et j'ai Gallery. C'est bon? Alors maintenant ici, on va essayer donc de saisir, on va essayer de faire une recherche. Donc on aura besoin de saisir d'abord un mot-clé, c'est-à-dire un keyword sur lequel on va faire la recherche. Alors pour cela, on va utiliser donc un formulaire. Donc je vous rappelle que pour créer un formulaire, on utilise donc la balise. On va utiliser un div, la balise form directement, et après on peut form. Alors pour un Angular, donc chaque formulaire, donc on va lui donner un ID, F par exemple, ça c'est le ID, et après vous utilisez ngForm. Et après l'événement ngSubmit. C'est-à-dire si je valide le formulaire, je fais appel à une fonction que je vais appeler onSearch. Et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? Je vais lui transmettre tout simplement f.value, c'est-à-dire je vais lui transmettre les données que je vais saisir dans le formulaire. Alors bien sûr, cette fonction search, il faut qu'il soit créé. Où est-ce qu'on va la créer? On va la créer dans la classe du composant, c'est-à-dire dans le fichier .ts. Donc gallery.component.ts, où j'ai la classe, je vais ajouter la fonction onSearch. Alors ici, donc, je sais que cette fonction, elle reçoit data. Alors pour moi, data, il contient juste les données qui vont être saisies à l'intérieur du formulaire. Alors qu'est-ce que je vais mettre là? Donc je vais mettre un div. Si vous voulez, on va faire quelque chose de très simple. Classe form group. Je vais créer un label. Donc ça c'est mon clé de recherche. Utiliser une classe bon, je le laisse comme ça. Et après je vais créer un champ de texte, input. Alors type égale à texte, name égale mot-clé et keyword. Et après, on va utiliser l'attribut ngModel. Alors, rappelez-vous donc pour faire le data binding qu'on utilise ngModel. Alors ici donc ngModel, ça veut dire que c'est une manière d'exporter donc l'attribut plutôt ce champ qui s'appelle mot-clé. Donc on aura dans le modèle une variable qui s'appelle mot-clé, en principe qui peut recevoir la valeur de la donnée qu'on va saisir dans le champ de texte. Et ici, en principe, si vous souhaitez que la valeur du mot-clé soit obligatoire, on va utiliser. Pour ça, je l'ai montré dans la partie précédente. Voilà. Il y a un bouton. Un bouton type Submit. Chercher. Chercher. On va utiliser la classe btn primary. Voilà. Alors ça c'est un simple formulaire. Si vous voulez, voilà ce que ça va donner. Donc j'ai le mot-clé, j'ai un champ de texte. Donc quand je vais saisir un mot-clé, en principe pour le moment, quand je clique, il y a quelque chose qui va se faire.
Alors, dans un premier temps, c'est important de vérifier déjà est-ce que vous arrivez à récupérer les données saisies du formulaire. Comment? Ici, dans la classe des composants, on a la fonction search. On va utiliser tout simplement console.log. On va afficher c'est-à-dire les données qui sont transmises à cette fonction. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors, si vous voulez les voir, donc, il vous faut donc afficher les outils de développement. Alors, on va saisir donc un mot-clé, par exemple Marrakech. Alors, vous voyez donc ici, donc data, c'est un objet qui contient un champ qui s'appelle mot-clé et j'ai la valeur. Alors maintenant, je vais prendre cette donnée-là et je vais envoyer une requête HTTP vers le serveur pour récupérer les données. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas utiliser le service, mais en principe, nous avons dit que normalement, cette opération-là, il faut la faire dans un service. Donc, on va le faire en 2 étapes, sans faire appel à un service et après, en utilisant un service. Alors, comment? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, tout simplement, j'ai besoin d'envoyer une requête HTTP vers le serveur. Alors, il faut connaître donc l'adresse de la requête, elle est là. Donc, je sais que pour faire appel à cette API, donc j'ai besoin d'utiliser cette URL. Je vais la prendre, CTRL-C. Et après, j'ai besoin d'utiliser un service HTTP. Et pour cela, il faut l'injecter. Bon, c'est un service qui fait partie des services fournis par Angular. Alors, pour l'injecter, il suffit de déclarer un objet HTTP de quel type? De type HTTP. Alors, HTTP, c'est HTTP, il y a 3 T. Il faut l'importer. Donc, j'importe bien sûr le service HTTP dans Angular HTTP. HTTP. Bon, ça, c'est la variable. Alors, ça, c'est le service. Il faut l'injecter dans votre composant et après, on va l'utiliser. Et pour l'utiliser, il suffit d'utiliser donc 10.http. Et vous envoyez une requête, soit get, soit post, soit put, soit delete. Alors ici, donc, je vais utiliser get. Et après, là, je fais un copier-coller pour le moment. C'est-à-dire, pour le moment, j'envoie une requête, je récupère, je lui demande, donne-moi, c'est quoi que query? Query, c'est Marrakech. Alors, en principe, ici, donc, je devrais faire une concaténation, n'est-ce pas? Alors, je vais faire plus, quoi? Je sais que le mot-clé, il est saisi, il se trouve dans data. Donc, c'est-à-dire data, si vous voulez, on peut l'appeler data form, comme ça, c'est les données du formulaire. Data form, paramètre. Donc, c'est data form, point, comment il s'appelle le champ? Il s'appelle mot-clé. Voilà. Plus. Alors, pour le moment, je vais laisser par défaut donc, le nombre, par exemple, le nombre dans la page, c'est 10, hein, per page, c'est-à-dire je récupère. Après, je vais paramétrer tout ça. Et la page numéro 1. D'accord? Alors, donc, j'envoie une requête. J'envoie une requête vers le... le serveur. J'attends la réponse, parce que c'est une requête asynchrone. C'est donc, la requête, elle est envoyée. J'attends la réponse. Et après, quand la réponse arrive, je vais récupérer le contenu de la réponse, le corps de la réponse HTTP. Alors, le contenu de la réponse HTTP, j'ai besoin de le convertir en format JSON. Parce qu'en fait, c'est des données JSON, mais en format texte. Alors, généralement, le service HTTP, dans des opérateurs, il y a une possibilité d'utiliser des opérateurs qui vont permettre de traiter, soi-disant, le contenu de la réponse HTTP. Si vous voulez faire une conversion, ou bien vous voulez faire, je ne sais pas, une compression, ou bien vous voulez filtrer les données, je ne sais pas quoi. Alors ici, dans un premier temps, on va utiliser un opérateur qui s'appelle map. Donc, .get, .map. Alors cet opérateur map, si vous voulez, c'est un opérateur qu'il faut importer, qui fait partie d'un package RSGX. Il faut l'importer.
Donc c'est RxJS slash opérateur slash add, c'est l'inverse, add, alors c'est add slash opérateur slash map. Alors ça, vous devrez le faire manuellement. Donc il faut importer donc cet opérateur map. Alors en fait, RxJS, c'est une bibliothèque qui permet de faire ce qu'on appelle reactive programming. Donc si vous voulez, vous consultez cette bibliothèque. Elle est très importante parce que si vous voulez faire la programmation réactive dans JavaScript, donc ça c'est pratiquement inévitable. C'est l'une des bibliothèques qui sont souvent utilisées. Alors ici donc tout ce que je vais faire, donc je vais utiliser donc l'opérateur map de RxJS, et après l'opérateur map il reçoit bien sûr je vais lui transmettre une fonction, et une fonction une expression lambda se forme d'une fonction. Alors j'ai response, j'ouvre, en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici c'est une fonction, si vous pouvez mettre les parenthèses si vous voulez, et vous pouvez ouvrir les accolades comme ça. Ça veut dire quoi? J'attends, en fait, quand je reçois la réponse HTTP, la réponse HTTP sera transmise à cette fonction-là, et moi je vais faire le traitement que je veux. Alors quel est le traitement que je vais faire? Cette réponse, je vais le contenu de la réponse, je le convertis en format JSON. J'utilise RESP, j'appelle une fonction qui s'appelle JSON. Alors ça c'est le traitement que je vais faire. Alors pour ne pas utiliser les parenthèses, c'est pas obligatoire. Ici, comme il y a une seule instruction, je n'ai pas besoin d'utiliser les accolades. Ça veut dire, ici donc vous avez une fonction qui reçoit un paramètre response, et je prends ce paramètre-là et cette réponse HTTP que je vais convertir en format JSON. Alors maintenant, ça c'est un opérateur, c'est-à-dire au fur et à mesure, enfin, j'attends la réponse, une fois que je reçois la réponse, je la convertis en format JSON. Alors maintenant, l'opérateur map, il retourne un objet de type ce qu'on appelle observable. Vous savez que dans la programmation, en principe, vous faites un cours sur les design patterns, n'est-ce pas? Parmi les design patterns, il y a ce qu'on appelle le pattern observable, observateur ou bien observer. L'idée principale, c'est quoi? C'est que vous avez un observateur en tant que consommateur. Si vous voulez, si vous attendez des données, si vous voulez recevoir des données à partir de l'observateur ou bien ce qu'on appelle des notifications, il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire. Par exemple, vous avez des informations. Si je m'intéresse à ce que vous allez me donner comme information, je vais souscrire un abonnement. Et une fois que vous recevez l'information, vous allez automatiquement l'envoyer. Donc ça, c'est l'idée principale du pattern observer dans la base. C'est-à-dire vous avez un observable qui détient l'information, et l'idée principale, et après il y a ce qu'on appelle les observateurs. Et l'observateur veut que, une fois que l'état de l'observable change, il veut recevoir l'information. Alors il dit que donc l'observateur, il doit souscrire un abonnement, il doit s'inscrire. Alors c'est exactement ce qui se passe ici. Comme l'objet map retourne un objet de type observable, il faudrait que le composant créer une souscription. Alors c'est pour cela qu'il faut encore utiliser une méthode qui s'appelle subscribe. Ça veut dire en fait le composant il va faire une souscription sur cet observable. Dès que les données, dès qu'elle reçoit les données, ben, tout simplement, c'est-à-dire cette fonction va recevoir ces données-là. Qu'est-ce qu'il va recevoir comme données? Il va recevoir les données au format JSON. Alors pour moi, ça c'est data. Et comme c'est une fonction, donc je vais utiliser data. J'ouvre l'accolade et je fais le traitement. Ça veut dire quoi en fait tout ça? J'envoie la requête HTTP vers le serveur. J'attends jusqu'à ce que la réponse arrive. Une fois qu'il arrive, il y a un opérateur map qui va prendre les données, il va les convertir en format JSON. Une fois qu'il va faire cette opération, il va les transmettre au composant, il va lui transmettre ces données.
Et après ces données-là, moi, c'est ces données qui m'intéressent que je vais afficher. Alors, pour les afficher, j'ai tout simplement besoin de les stocker dans une variable. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, ici, donc, je vais déclarer dans mon composant une variable que je vais appeler alors, c'est une page de photo. Page photo. Le type init. Alors, je ne vais même pas l'initialiser dans un premier temps, c'est-à-dire par défaut, il n'est pas défini. Je ne lui ai pas donné une valeur par défaut. Après, donc, on va voir comment gérer ça. Et du coup, donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? La donnée que je reçois, je vais utiliser 10.page photo. Page photo avec S, si vous voulez. C'est la galerie de photos, c'est de page photo. Égal à quoi? Égal data. Alors, c'est quoi ce data? Data, c'est ça. C'est ça, c'est les données. Toutes ces données-là que je reçois en format JSON, donc je reçois un objet. Page photo, c'est quoi? C'est un objet qui contient toutes ces informations. Après, par la suite, on va faire une boucle sur it et on va afficher ces informations. C'est bon? Vous suivez? Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours faire un console.log data si vous voulez voir les données qui sont reçues. Alors, sauf que si vous voulez travailler, utiliser donc le service HTTP, alors je le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'il faut utiliser un module. Il faut déclarer un module qui s'appelle c'est HTTP module. Il faut le déclarer, sinon vous ne pouvez pas utiliser ce service HTTP. Alors où est-ce qu'on déclare le module? C'est à nouveau dans le fichier, dans le module principal. Alors le module principal c'est app.module.ts. Dans les importations, imports, ici on a déjà utilisé, donc jusque-là on a utilisé forms module pour les formulaires, on a utilisé router module pour la gestion des routes, maintenant on va utiliser HTTP module. Alors, si vous voulez, on peut déjà maintenant voir est-ce qu'on arrive à recevoir la donnée, mais pour voir si on reçoit les données, donc on va vers Galerie par exemple. Alors déjà, il y a une erreur qu'il faut corriger. Vous voyez, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Il vous dit no provider for HTTP, parce qu'en fait, c'est-à-dire avant que je modifie, maintenant il va redémarrer. C'est-à-dire ça, c'est l'erreur qu'il a affichée avant que je déclare HTTP module dans le module principal. Parce que si vous n'avez pas déclaré le HTTP module dans le module principal, c'est le message qu'il va vous afficher. Alors, galerie. Alors ici, donc, je vais mettre, par exemple, Marrakech comme mot-clé, chercher. Vous voyez donc ici, je reçois quelque chose. Je n'ai pas encore affiché, mais si vous regardez ce que vous recevez, vous trouverez donc it, et là, là il y a total c'est 0, c'est pas normal. Donc ça veut dire que, voilà, c'est normal parce que j'ai mal écrit Marrakech, ça n'existe pas. Pour lui, cette place n'existe pas. Marrakech. Alors là, oui, donc il y a 145. Au total, il y a 145 photos concernant Marrakech. Et après, vous trouvez total hits, vous trouverez chaque objet hits, chaque objet ce qu'il contient. Voilà les commentaires, voilà toutes ces informations. C'est toutes ces informations qu'on va maintenant afficher. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on aura besoin de faire une boucle et afficher ces données. Alors, je vais afficher donc gallery.html. Alors ici, donc, j'ai le formulaire, donc je vais utiliser un div. Alors ce div là, donc pour chaque photo, je vais l'afficher dans un panel, div class yield panel, panel primary toujours.
div class égale panel heading et div class égale panel body. Alors maintenant, ici, donc ce div-là, je vais faire une boucle. Alors pour faire une boucle, parce que j'ai besoin d'afficher donc toutes les photos, je vais utiliser ng for. Donc il y a une étoile ici. ng for, étoile ng for si vous voulez. Donc ça c'est la directive ng for qui permet de boucler. Sur quoi? Ben, je vais vers le composant, la partie ts TypeScript. Tout ce que j'ai ici, donc j'ai un objet qui s'appelle page photo. Donc je dois écrire ces pages photo. Point. Qu'est-ce qui m'intéresse dans page photo? Dans page photo, ce qui m'intéresse, il y a un tableau qui s'appelle it. Donc je vais faire une boucle sur it. Donc je vais utiliser donc point it. Mais c'est pas comme ça qu'on fait la syntaxe, c'est pas comme ça. On va utiliser let pour chaque let. Parce que dans TypeScript, pour initialiser une variable, on utilise let variable égale valeur. Let, par exemple, image im of let im of page photo. C'est-à-dire pour chaque image im, pour chaque variable p, si vous voulez photo, pour chaque variable p photo, of page photo.hit, qu'est-ce que je vais afficher? Alors ici donc je vais afficher par exemple ici dans panel head, dans panel heading je vais afficher p point. Bon, je vais regarder la photo. Par exemple j'affiche les mots clés. Déjà j'affiche keywords, voilà, tags. Par exemple, je vois les mots clés qui ont été enregistrés avec cette photo là. Donc je vais utiliser un attribut qui s'appelle tags. Alors ça, je l'affiche ici. Et dans body, je vais afficher la photo elle-même. Alors pour afficher la photo, je vais utiliser img source. Alors comme c'est une variable angulaire, je vais utiliser donc string interpolation. Ce qui m'intéresse, c'est p point. Point quoi? Pour à nouveau, je vais regarder les attributs. Et chaque photo, je vais utiliser preview URL. Parce qu'en fait, c'est elle qui vous donne la photo. En fait, parce qu'il vous fournit la photo avec deux dimensions. Il y a preview URL, c'est la petite dimension. Et après, web format URL, c'est pour une dimension relativement avec une taille de 640. Une taille un peu plus grande. C'est bon? Donc on va utiliser preview URL. C'est bon? Alors on va regarder ce qu'on va afficher. Alors vous allez voir qu'au début ça ne va pas marcher, il y aura un petit problème à régler encore. Petit problème. D'ailleurs c'est important de voir la fenêtre console pour voir est-ce que ça va passer ou pas. Après, je vais vous expliquer. C'est quoi le problème? Donc, dans les outils de développement, alors, il faut toujours regarder la fenêtre console. Déjà, je vois quelque chose. Alors, dans Gallery, vous voyez déjà, au départ, il m'affiche une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il vous dit cannot read, il ne peut pas lire la propriété it's of undefined. Alors ça, on a déjà vu un cas comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, quand j'ai déclaré l'objet, si vous voulez, page photo, je l'ai déclaré ini. Donc sa valeur par défaut, c'est undefined. Et du coup, donc, au début, c'est une variable qui n'est pas, c'est un objet qui n'est pas encore créé, il est indéfini. Et quand vous arrivez à la partie HTML et vous lui dites, je veux faire une boucle sur page photo qui est un objet indéfini, et vous accédez à un attribut d'un objet qui n'est pas encore défini. Parce qu'en fait, cet objet-là, il est défini uniquement une fois que je reçois les données. Alors, ce qui fait que vous avez deux solutions. Soit, vous faites un test, il faut faire ça uniquement
si page photo est défini. Alors, deux moyens pour faire ça. Vous pouvez ajouter par exemple si vous voulez, vous ajoutez un div carrément, si vous voulez. Vous enveloppez tout ça, c'est-à-dire le div qui contient cette boucle, celui-là, voilà, ici. Enfin, ça veut dire ce div-là, je vais l'afficher à une condition. Et dans ce cas-là, on peut utiliser ng if. Alors en fait, ng if, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce div-là, je ne vais l'afficher que si une condition est vérifiée. Ah, c'est quoi la condition? C'est tout simplement, c'est page photo. C'est-à-dire si cet objet-là est défini. S'il est différent de nul. Vous pouvez ajouter s'il est différent de nul ou s'il est défini, mais en tout cas, s'il est défini, donc je fais ça. Alors dans ce cas-là, vous évitez déjà vous pouvez éviter l'erreur déjà comme ça. Vous pouvez voir. Alors là, au début, donc on n'aura pas ce problème. Ben, du coup, donc, quand je vais chercher Marrakech, chercher, je reçois la réponse et je vois ici donc des panneaux et je vois là des photos qui sont affichées là avec les petites dimensions. Après, donc, on va essayer donc d'arranger le design. Donc ça veut dire que c'est déjà bien, ça veut dire qu'on arrive à interagir avec l'API Pixabay. Je récupère les données, je les affiche. Alors maintenant, pour ne pas utiliser ngIf, il y a un moyen très simple. Encore, je vais supprimer ça, ce div que j'ai ajouté. Bon, ngIf, donc vous l'utilisez quand vraiment c'est nécessaire si vous voulez. Si vous ne voulez pas utiliser ngIf, donc il y a tout simplement un moyen très simple, c'est d'utiliser l'objet point d'interrogation, point. Alors dans TypeScript, quand vous utilisez page photo point d'interrogation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression-là, il ne va être utilisé que si l'objet page photo est défini. Bon, c'est encore plus simple. Donc ça évite de faire carrément un ngIf. Alors vous allez voir aussi, en principe, ça devrait marcher. C'est-à-dire qu'en fait, la boucle qu'on va faire, il ne va pas être, dans le cas où l'objet n'est pas défini, il ne va pas faire ce travail. Donc il faut juste être sûr qu'il a, j'enregistre. Vous voyez, donc il est en train d'actualiser. Et voilà, Marrakech. Ça marche aussi. D'accord? Alors ça, c'est l'une des solutions, mais autrement, on peut encore penser à initialiser, la troisième solution, penser à initialiser l'objet page photo, et vous mettez égal, et vous pouvez mettre égal à quoi? C'est un objet. Quand vous savez qu'il contient un attribut its, vous dites its, deux points, c'est quoi la valeur par défaut? C'est un tableau qui est vide. Alors dans ce cas-là aussi, même si vous ne faites pas le test, ça va passer. Pourquoi? Parce que par défaut, page photo, elle est définie avec un objet qui existe déjà et qui a un attribut qui contient un tableau qui est vide. Donc même si la boucle s'effectue, donc comme c'est un tableau qui est vide, donc au début il ne va rien afficher, mais dès que les données arrivent, automatiquement il va les afficher. C'est bon? Alors ici, en principe, vous n'avez pas besoin d'initialiser ici parce que nous avons utilisé le point d'interrogation. Ici, donc, ça, c'est pas la peine. Bon. Alors maintenant, on va essayer donc d'afficher d'après le format d'affichage que nous avons montré tout à l'heure. On va afficher donc voilà, comme ça. On va faire un affichage comme ça, c'est-à-dire que chaque photo, on va afficher par exemple 4 panels dans la même ligne, si vous voulez. Alors, il dit que donc chaque panneau, vous savez qu'avec Bootstrap, il divise la page en 12 colonnes. Ça veut dire tout simplement, je vais spécifier comme quoi
chaque panel, il va utiliser combien de colonnes? Trois colonnes, par exemple. Donc, si vous voulez, on peut l'utiliser facilement. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser ici, donc, ng4. Voilà, ce div, ce panneau-là, c'est-à-dire le voilà, class panel, on va utiliser alors ce div là, on va utiliser class égale call md3, c'est-à-dire il va occuper ce div si vous voulez, parce que là c'est celui que je suis en train de boucler, il va utiliser trois colonnes. Alors là, a priori, ça marche, mais sauf que les dimensions ne sont pas... La hauteur des divs n'est pas les mêmes, la hauteur du photo, c'est pas la même chose. Donc, ce qui fait, on a besoin de fixer la hauteur du panneau. Alors, pour cela, donc, on va utiliser une classe ici, CSS, qu'on va appeler par exemple... comment on va l'appeler? C'est pas les noms qui moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas patienter, votre téléphone ne peut pas attendre. C'est pas possible. Il peut pas attendre. Alors, on va l'appeler donc, allez, cadre. Donc ça, c'est la classe CSS que je vais créer. Alors maintenant, j'ai une classe CSS cadre. Où est-ce que je vais la mettre? Donc, alors si je veux créer cette classe uniquement pour ce composant, vous avez le fichier .css. Donc je vais utiliser point cadre, la classe cadre, et je vais utiliser height. Je vais fixer la hauteur. La hauteur, par exemple, je vais utiliser 350 pixels. Comme ça, tous les panneaux auront la même hauteur. On va regarder ce que ça va donner. Ici, donc, Marrakech. Alors, ça n'a pas... Alors, oui, en fait, c'est pas suffisant. 350, c'est pas suffisant. Parce que là, il y a une photo qui... Alors, ici, height. Alors, 450. C'est pas assez... Est-ce que c'est ça là? C'est ça la raison? Non, ça n'a pas marché. Si, ça a marché, mais en fait, on a fixé la hauteur 350, ça devrait marcher déjà. Bon, 350, ça peut suffire. En fait, si vous voulez, la classe cadre que j'ai utilisée ici, ce n'est pas sur ce div-là, c'est sur ce panneau. Donc ici, donc, je vais utiliser la classe cadre, c'est-à-dire c'est ce panneau qui m'intéresse. Ben, le div, il va occuper la hauteur du panneau. Voilà. Alors je vois donc voilà, donc je vois les divs qui ont la même hauteur. On va arranger ça encore. Donc CSS, on va utiliser 300. Alors après, donc on va dire Casablanca, Casa tout court. Donc là, on cherche les photos. Alors déjà, preview URS, les photos sont relativement petites, mais là, on affiche la photo. Mais est-ce qu'on affiche toutes les données? Non. On peut afficher d'autres informations comme, par exemple, quoi? Je peux afficher, par exemple, likes, favorites, les views, etc., etc. Par exemple, vous voulez afficher les commentaires, vous voulez afficher l'auteur, par exemple l'auteur de cette photo-là, donc vous utilisez user. Alors, user, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre par exemple
ici. Alors la photo, elle est là. Ici. Alors, on va l'afficher. Bon. Div, P, etc. Bon, etc. Donc là, ici, donc c'est le user, par exemple l'utilisateur. On va mettre c'est p.user. P.user et après on va afficher sa photo aussi, parce qu'en fait dans les données JSON, vous avez ici, vous voyez user image URL. Ça c'est la photo, donc si vous voulez afficher la photo de l'utilisateur, vous pouvez le faire. En tout cas, donc ça c'est vraiment pas l'objectif. L'essentiel, c'est juste de vous montrer utiliser donc comment utiliser donc le service HTTP de Angular. Bon, donc ici, donc ça c'est le nom de l'utilisateur, mais là vous pouvez mettre la photo de l'utilisateur. Encore utiliser un div. img source cp point quoi point user image url point user image url et après on va l'afficher par exemple en format circulaire classe img circle. Ça c'est toujours avec Bootstrap. Ouais, donc ça c'est maintenant les photos des auteurs. Des auteurs ils sont plus grandes que que l'image URL, mais il faut l'afficher en petite dimension, n'est-ce pas? Donc il existe plusieurs styles, etc. Donc l'essentiel c'est si c'est pas ça déborde, on va pas l'afficher pour le moment. Et en principe, vous pouvez l'afficher avec une dimension petite. Vous utilisez donc un style avatar. Il existe plusieurs styles qui vous permettent de l'afficher. Par exemple, on peut l'afficher dans le header, par exemple. Ici. Header, heading. Ah, on est déjà dans le panel heading. Mais c'est bien ça. Oui, on est dans le panel heading et après on va ajouter. Bon, alors maintenant c'est width égale 50. Height égale 50. Mais après, il faut utiliser un style CSS qui permet de réduire, de spécifier les dimensions de la photo. Marrakech. Bon, Casa, c'est pas Casablanca. Casa, ça veut dire. Bon, donc là, vous avez des trucs comme ça, photo. Bon, ça, c'est. En quelque sorte, c'est les auteurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un auteur qui prend la photo, il la poste et après, c'est sa propriété, parce qu'il y a les droits d'auteur. Alors ici donc peut-être c'est pas très joli d'afficher les tags ici. On va les supprimer de là et on va les ajouter par exemple ici. Utiliser p tags etc. Alors là l'essentiel c'est que vous avez une idée sur comment faire déjà comment interagir avec l'API REST en envoyant une requête avec get Marrakech rien. Alors, vous avez des choses ici.
C'est bon? Alors les tags, on ne va pas les afficher, on ne va pas afficher ça, mais après, l'idée principale, c'est quoi? C'est de maintenant d'afficher le détail, parce que souvent, dans ce genre de situation, vous avez donc des photos, mais quand je clique sur la photo, je vais afficher le détail. Ça veut dire je vais créer, si vous voulez, on peut utiliser dans la même page, ou bien je fais appel à un autre composant qui s'appelle détail photo, dans lequel j'affiche le détail et j'affiche les images avec une grande dimension. Mais avant ça, il faut d'abord qu'on règle le problème de pagination. Ce n'est pas encore réglé. Alors, problème de pagination. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a reçu ici? Pas toutes les photos. On a reçu que une page. Alors maintenant, on va paramétrer la pagination. Alors pour cela, on va utiliser dans notre composant, on va maintenant paramétrer cette pagination. On va déclarer une variable qu'on va appeler current page. C'est la page courante de type number. La valeur par défaut, c'est 1. Et après, le nombre de pages, c'est-à-dire size, le nombre d'enregistrements dans chaque page de type number. Alors par défaut, on va prendre par exemple 10. D'accord? Et dans ce cas-là, ici dans ma requête, j'ai ici per page égale à combien? Alors au lieu de 10, je vais faire la concaténation avec plus 10.size. Et au lieu de page égale à 1, je vais faire plus 10.currentPage. Alors jusque-là, donc, il y a un plus qui manque ici. Voilà, c'est de la concaténation. Alors jusque-là, donc, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste modifié, donc, j'ai défini des variables. Alors maintenant, en même temps, je vais, si vous voulez, définir un tableau de pages, pages. Bon, si vous voulez, de type, on peut le déclarer de type array. Bon, c'est l'occasion de voir comment déclarer type array. Array de number, c'est-à-dire je déclare un tableau. Alors, type array numbers. Alors au début, donc, il est égal, si vous voulez, chaîne vide. C'est plutôt un tableau qui est vide, si vous voulez. Alors en fait, pourquoi? Parce que une fois que je reçois la donnée, alors je n'ai plus besoin de faire ici console.log data. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais définir le nombre de pages. Alors pour connaître le nombre de pages, qu'est-ce que j'ai dans l'API? Il me retourne total x. Alors total x, je le connais, c'est la valeur. Et si je veux connaître le nombre de pages, je dois diviser par size. Parce que size, par exemple, s'il est égal à 10, ça veut dire qu'il y aura au total combien de pages? Il y en a 14,5. Et combien une virgule? Donc je devrais ajouter 1. Donc ça, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais définir donc 10 point total pages. Je vais définir une variable que je vais appeler total pages de type number. Alors 10 point total pages égale à combien? C'est data point quoi? Point total hits divisé par 10 point size. Alors prenez total, mais
il se peut qu'il y aura des virgules. Virgule, ça veut dire c'est par exemple dans notre cas 145 divisé par 10, ça fait 14,5. Maintenant, il faut dire si le reste de la division par 16 il est différent de 0, je dois ajouter 1. Alors c'est ce que je fais ici. If this point total 10 point, non, c'est data point total x modulo 10.size, si le reste est différent de 0, dans ce cas-là, je vais incrémenter plus 10 total pages. Bon, ça c'est juste en principe tout ce qu'on est en train de faire là, parce qu'après tout ça, c'est dans le service. Pour le moment, on n'utilise pas de service, mais après, il faut que ça soit fait au niveau du service. Bon, il faut me rappeler à la fin, comme ça, on transfère ça dans un service. Comme ça, on aurait fait quelque chose d'assez complet. Alors maintenant, ici, je connais le nombre de pages. Je vais créer donc le tableau de pages. Je vais utiliser 10.pages égale à quoi? Égale new array. Je vais créer un tableau de dimension quoi? 10.total pages. Bon, c'est juste, j'ai un tableau qui contient le nombre de pages. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir, parce que là, c'est ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire ça. Donc, je vais afficher, je vais parcourir le tableau pages et j'affiche les différentes pages. Comme ça, l'utilisateur, quand il clique sur la page, il affiche la page qu'il veut. Alors, on va revenir donc à la partie HTML. Et je vais, une fois que j'affiche à la fin, donc après la boucle, ça c'est le div qui permet de faire si vous voulez, les boucles, c'est là. Maintenant, je vais ajouter un autre div dans lequel je vais faire la pagination. Et pour faire ça, donc de préférence d'utiliser un élément UL, LI. Et comme il faut afficher plusieurs LI, on va utiliser encore ng for, c'est une boucle. Let pour chaque let, par exemple page, let page of pages, n'est-ce pas? Pour chaque page des pages, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher tout simplement. Alors si j'affiche la page, vous allez voir que je vais afficher que des 0 ici. Alors déjà si je le laisse comme ça, après ça va être un lien hypertexte. On va regarder d'abord le résultat. Ici donc j'ai voilà, je vais utiliser Casa par exemple. Alors j'ai ça, mais à la fin regardez. Déjà, je vois la valeur, parce qu'en fait, j'ai créé un tableau, mais que je n'ai pas initialisé. Alors, comme il n'est pas bien positionné, alors tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut afficher ça en ligne. Donc, le premier affichage, tout ce qu'on fait là, on va utiliser un div classe égale row. Alors avec Bootstrap, ça veut dire c'est une ligne, n'est-ce pas? Alors ça c'est le premier. Ça c'est tout ce qui s'affiche là c'est un row. Et la même chose je vais faire pour l'autre, pour ne pas mélanger les éléments. Div classe égale row.
voulez, ça veut dire que vous avez deux lignes. La première ligne, donc il fait ça, mais après je passe à une autre ligne. Alors, casa. Bon, à la fin, vous voyez donc, à la fin, je vois normalement ici les différentes pages. Alors maintenant, je dois afficher le numéro de la page. Alors pour cela, je ne vais pas afficher la valeur parce que la valeur n'est pas définie, je vais afficher l'index. Je parcours le tableau par l'index. Alors pour parcourir, donc faire un ng-for et vous voulez récupérer l'index, je crois qu'il faut utiliser un point-virgule, si je me rappelle bien. Vous utilisez encore let i égale index. Si c'est pas $index. Alors si vous faites ça, donc ici je ne vais pas afficher le page, je vais afficher i. C'est comme si vous parcourez le tableau par l'index. Je ne sais pas si on est obligé d'utiliser $, pour index. Oui, non, c'est pas la peine. Vous voyez donc ici, donc j'affiche 0, 1, 2, 3, donc c'est le nombre de pages. Alors maintenant, cet affichage, je ne vais pas le garder comme ça, je vais utiliser un nouveau Bootstrap pour arranger les choses. Alors avec Bootstrap, je vais utiliser une classe qui s'appelle nav. Alors en fait, nav en quelque sorte, il vous permet d'afficher une barre de navigation. Le UL, il devient une barre de navigation. Ça, c'est une barre de navigation. Et après, vous utilisez navpills pour afficher ça dans la même ligne. Navpills. Voilà. Navpills. Donc ça, on affiche dans la même ligne. Mais après, on va utiliser un lien hypertexte. Le i, si vous voulez, on va utiliser a. Ça, c'est le i, donc c'est un lien hypertexte. Et après, on va voir ici, c'est pas href. On va utiliser click. C'est-à-dire, quand je clique sur le lien, je dois encore recharger la nouvelle page. Je vais appeler une fonction que je vais appeler goToPage. goToPage. Et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? La page numéro i. goToPage. Alors la fonction goToPage n'est pas encore créée, il faut la créer. Mais si vous le laissez comme ça, vous aurez déjà quelque chose au niveau affichage. Voilà ce qu'on va obtenir. Vous voyez donc il y a de l'espace. Hein. Ça c'est navpills. Ça me donne. Alors vous ne voyez pas le gris sur le vidéoprojecteur parce que petit problème toujours de réglage dans les vidéoprojecteurs. Contraste. Oui, ça c'est différent. Bon, c'est juste il y a un petit gris, non? En fait, quand vous utilisez navpills, vous allez avoir. Alors après, il vous faut donc le curseur de la souris parce que là on n'a pas utilisé href, donc il faut l'ajouter. Mais quand je clique, je dois faire appel à une fonction qui s'appelle goToPage. Alors goToPage, donc on va la retrouver à nouveau donc dans la classe des composants. Alors dans la classe des composants, juste après la fonction onSearch, par exemple, ici on va ajouter goToPage i, la page numéro i si vous voulez. Mais là, dans notre cas, la page commence par 0, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que pour nous, il faut quand même qu'on arrange ça. Alors j'ai la page i. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais juste appeler this.currentPage. Je vais changer la page courante. Égal à quoi? C'est i plus 1. Parce qu'en fait, dans notre cas, l'index, il commence par 0, n'est-ce pas? Et que pour l'API REST, il faut qu'on lui envoie les pages commencent à partir de 1, n'est-ce pas? Donc plus 1.
Une fois que je change current page, qu'est-ce que je vais faire? À nouveau, j'appelle la fonction on search. Alors on search, il va à nouveau recharger la page. Donc on search, donc c'est 10.onSearch, parce que si vous voulez appeler une fonction de la même classe, onSearch, et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? Ben, le mot, là, il y a un petit problème parce que on va perdre le mot-clé. Parce que normalement, quand je clique, je devrais également transmettre le mot-clé, n'est-ce pas? Parce qu'en search, il reçoit le mot-clé. Alors maintenant, pour récupérer ce mot-clé, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qu'on va faire, dans la classe des composants, il faut qu'on déclare une variable mot-clé. Alors je vais déclarer une variable mot-clé de type string, dont la valeur par défaut c'est une chaîne vide, n'est-ce pas? Alors que dans mon formulaire, je vais faire un data binding avec le mot-clé. Donc la partie HTML, j'ai déjà une zone de texte, input type submit, mot-clé. Alors pour faire le data binding, on va utiliser ng model égale à quoi? Égale mot-clé. Alors je vous rappelle, ça veut dire quoi ça? Quand vous dites ng model égale mot-clé, ça veut dire que la donnée que je vais saisir, qui est saisie là, automatiquement il est stocké dans une variable qui s'appelle mot-clé, n'est-ce pas? Ben, en principe, et si je modifie mot-clé, il est affiché dans la zone de texte. Ça c'est ce que nous avons appelé le two-way binding, c'est-à-dire on fait le data binding dans les deux sens. Alors le fait de garder donc le mot-clé comme ça, quand j'appelle la fonction goToPage, quand j'appelle onSearch, je vais lui transmettre un objet parce que je sais que onSearch, il reçoit un dataform. Et dans dataform, il devrait trouver le mot-clé. Alors pour moi, donc, cet objet-là contient un attribut qui s'appelle mot-clé. C'est quoi sa valeur? C'est 10.mot-clé, c'est-à-dire le mot-clé qui existe, qui a été déjà saisi. Et automatiquement, donc, on va voir qu'il va recharger la nouvelle page. Alors bien sûr, donc quand il y a des erreurs, parce qu'en fait, avec Angular, ça vous le saviez, un watch à chaque fois que vous faites une modification, il recompile. Alors il dit quoi? Donc parfois, s'il y a quelque chose qui manque, je crois que ici, il nous indique déjà dans le fichier gallery.component.ts, dans la ligne numéro 34, il y a un paramètre qui ne va pas avec la signature de la méthode. Alors dans la ligne numéro 34. Oui. Alors ça, c'est normalement, c'est l'erreur qui nous a affiché avant qu'on ajoute. Ça veut dire que j'ai besoin de modifier, juste d'enregistrer, et comme ça, il va recharger, il va prendre en considération ça. Voilà. Bon, donc il n'y avait pas de problème, c'est juste le temps de compiler. Bon, Casa. Alors j'ai des photos, et après si je clique sur la page, par exemple, il n'y a rien qui change. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, c'est pas question de lien. Alors, il faut toujours regarder les outils de développement, si vous voyez, est-ce que la requête, elle est envoyée? Alors, il y a déjà erreur. Bon, on va voir, c'est pas de problème. Alors, je cherche, et quand je clique sur le lien, voilà, il vous dit que goToPage is not a function. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé cette fonction. Soit qu'on a mal écrit, goToPage
elle est là. Et après, dans la partie HTML, ici, on appelait click go to page. Bon, il est là. C'est pas la même, il n'était pas écrit de la même manière, non? C'est lui, c'est la même. Alors ça arrive parfois, c'est que quand à chaque fois vous faites beaucoup de modifications, il recompile, il recharge, il recompile, il recharge. À un moment donné, s'il ne compile pas, si le Watcher n'a pas détecté une modification quelque part, donc il vous affiche des trucs comme ça. Et pour être sûr, donc il vous faut enregistrer et lui demander de recharger. En principe, il n'y aura pas de problème. Alors ici, donc, voilà. Alors vous voyez donc il y a des nouvelles données qui arrivent ici. Alors tout à l'heure, je vais réduire un peu ça. Et donc ça, c'est des pages. On arrive à afficher de nouvelles pages. Alors donc il nous reste juste deux points importants. C'est que la page courante, il doit être marqué. Il faut que la page courante soit marquée. Et en même temps, on va ajouter le curseur de la souris. Alors pour ajouter le curseur de la souris, donc on va utiliser une classe sur le LI, classe qu'on va appeler clickable. Alors cette classe clickable, on va la mettre dans le fichier CSS, dans laquelle on va utiliser tout simplement cursor égale pointer. Bon, ça c'est pour l'histoire de... Voilà. Autre chose, l'occasion, donc je vais réduire la taille au lieu de 300, je vais utiliser 250 parce que 300 c'est beaucoup. Et en même temps, si vous voulez, on va réduire le nombre de... size, c'est-à-dire le nombre d'images affichées par défaut. Au lieu de 10, je vais mettre 5, juste pour comme ça on peut voir. N'est-ce pas? Alors, par défaut, c'est 5. Size égale 5. Après, même size, vous pouvez le paramétrer. Bon, casa. Alors, j'ai ici 5. Et après, donc, je peux afficher les autres suivants. Alors, maintenant, si vous voulez marquer donc la page courante, on va utiliser dans le ILI, on va utiliser un attribut qui s'appelle ngClass. ngClass. Alors ça veut dire quoi ngClass? ngClass c'est Angular. ng c'est Angular. Ça veut dire que je veux appliquer une classe CSS si une condition est vérifiée. Alors si la page courante égale la page numéro I, ben, tout simplement je vais utiliser une classe CSS qui s'appelle... Alors si je me rappelle bien, l'expression devrait s'écrire comme ça. Alors la condition, c'est un objet, non, pas d'objet. Bon, je vais utiliser une classe CSS qui s'appelle active, bootstrap, de point la condition. Et c'est quoi la condition? C'est que current page alors je dois utiliser des accolades parce que c'est une condition. Donc la classe s'appelle active, de point. La condition c'est current page. Current page égale à quoi? Égale à i. Current page égale i. Mais le i ou le i plus 1, parce qu'en fait dans current page, normalement c'est i plus 1, n'est-ce pas? Parce que i commence à partir de 0 et current page c'est la page. Donc on a déjà, donc il faut faire juste ça. Mais c'est juste, je ne me rappelle pas, est-ce qu'il faut utiliser donc, cette syntaxe? Je vais vérifier tout de suite. Alors si ça marche bien, vous allez voir déjà par défaut le... Non, c'est pas ça. Alors, je vais regarder le... Parce qu'en fait, dans la version Angular 1, ça se faisait avec une manière. ngClass active. Vous voyez, donc il faut mettre des trucs... la classe, il faut la mettre entre apostrophes, c'est tout.
syntaxe. La classe active, c'est une classe, donc c'est une chaîne de caractères. Ici donc égal, pour ne pas avoir de problème là, on va utiliser égal entre parenthèses i et plus 1. Casa. Et après, il y a encore un petit problème. Alors, je vais afficher les outils de développement. Donc, pour voir s'il n'y a pas de... Alors, ici. Donc, a priori, il n'y a pas de problème ici. Donc, la condition n'est pas bonne. Alors, current pitch égale... Alors, ng class, c'est pas comme ça. Ng class, l'attribut ng class, il faut que ça soit entre les crochets. Alors, c'est toujours, il y a tellement beaucoup d'attributs. Donc, vous voyez, donc, avec la pratique, vous arriverez à retenir tout ça. Donc, ng class, c'est une si vous voulez, c'est un property binding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que LI, on va lui ajouter un attribut qui s'appelle classe actif si cette condition est vérifiée. Voilà. Vous voyez donc déjà la page par défaut, et après à chaque fois il y a une page il y a des pages que vous chargez. Donc, vous voyez donc faites la pagination. Mais à chaque fois donc, que je clique, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça, c'est ça donc single page application. Ça veut dire que la page, qu'est-ce qui se passe? C'est que la page n'est pas rechargée. J'ai une seule page, je clique, derrière c'est Angular que je vais utiliser pour envoyer une requête vers le serveur. Je récupère les données. Une fois que les données arrivent, je les stocke dans le modèle, automatiquement lui il affiche les données via le principe de data binding. C'est vraiment comme ça que vous pouvez créer des applications web de qualité. C'est bon? Alors en fait, dans le support de cours, vous trouverez également la suite. Si vous cliquez sur l'image, vous pouvez afficher le détail. Donc ça, en principe, vous avez l'idée. Mais juste pour terminer, bon, cette photo-là, ça me plaît pas, donc je vais la supprimer. Dans le header, je vais utiliser ici. En fait, dans le header, je vais juste afficher le mot-clé. Le mot-clé. Après, donc, la photo de l'auteur, vous pouvez l'afficher là où vous voulez. Bon, c'est pas ça. Alors, pour terminer, donc, on va juste utiliser, donc, le service. Alors là, par exemple, Marrakech, pour voir un petit peu maintenant. Mais à Marrakech, on va voir des photos concernant Marrakech. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, il y a 5, c'est pas beaucoup, mais suivant. Mais ici, donc, ça, c'est des petites images, d'accord? Alors, mais normalement, si vous utilisez l'autre format, web format URL, ça vous donne la dimension plus grande. Les différentes pages. Alors maintenant, juste pour terminer, donc je vais utiliser un service à la place. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait ici dans mon composant, cette fonction-là en search, ce que je fais là, quand vous faites ce travail-là dans le composant, c'est généralement, c'est pas intéressant. Ce genre de traitement, tout ce qui est les traitements, généralement, il faut les mettre dans des services. Parce qu'en fait, les mêmes traitements, vous en aurez besoin peut-être dans d'autres composants, quoique ça marche, mais l'utilisation du service, il est intéressant. Alors, donc, pour mettre ce traitement dans un service, donc je vous rappelle le principe. Dans notre dossier source, nous avons déjà créé un dossier qui s'appelle service. On a déjà créé un fichier qui s'appelle about
service. On va créer un autre service, new TypeScript file, qu'on va appeler gallery.service.ts. Alors pour créer un service, on crée une classe, export classe, on va appeler gallery service. Alors dans cette classe-là, donc comme c'est un service qu'il faut injecter, donc on va utiliser injectable, fonction. Il ne faut pas oublier les parenthèses. Parce qu'en fait les décorateurs c'est des fonctions. Dans la base c'est des annotations, mais c'est souvent les décorateurs vous leur transmettez un objet pour les paramétrer. Mais ici c'est pas le cas, donc il n'y a pas de paramètres. Alors ici donc je vais créer la fonction, ce que j'ai fait tout à l'heure ici dans le composant, je vais faire copier-coller à composant gallery.component.ts. Cette fonction onSearch que j'ai fait là, CTRL-C, je vais la mettre dans le service. Mais je vais la modifier. C'est-à-dire pour moi, j'ai ici, j'ai en quelque sorte, je transmets ici donc le mot-clé, si vous voulez, dataform, qui représente les données, je le laisse. Et là, j'ai besoin d'un constructeur parce que j'ai besoin d'injecter le service HTTP. Alors, je vais créer le constructeur. Alors, pour injecter dans le service HTTP, il suffit d'utiliser donc private HTTP de type la classe HTTP. Il faut importer toujours. Voilà. Donc, j'ai le service. Donc, on cherche, qu'est-ce que je lui transmets? Donc, je lui transmets les données, il fait la requête. Et si vous voyez, là, on a un petit problème parce que maintenant, on va paramétrer les choses. Ici, donc, on cherche, il reçoit combien de paramètres? 3 paramètres. Le premier, c'est mot-clé de type string. Le deuxième, c'est size de type number. Et le troisième, c'est pitch de type number. Et là, je change ici. Au lieu de mettre dataform.mot-clé, je vais mettre tout simplement le paramètre mot-clé. Ici, au lieu de this.size, c'est tout simplement le paramètre size. Ici, au lieu de current pitch, c'est le paramètre s'appelle pitch. Alors, il fait map, mais la partie qui concerne subscribe, on ne va pas la mettre ici, CTRL-X. Alors, ça veut dire que le serveur, il va vous retourner, on va utiliser ici return this.http. Ça veut dire que la méthode, il envoie la requête, il attend le résultat. Une fois qu'il y a le résultat, il va utiliser l'opérateur map pour le convertir en format JSON, n'est-ce pas? Et après, il va retourner le résultat. Il va le retourner à qui? Au composant. Donc, ça veut dire que c'est le composant qui va faire appel à la partie subscribe. C'est ce que nous allons voir ici. Alors donc notre méthode, on l'a laissée dans le service. Donc je vous rappelle, pour utiliser un service, ce dernier doit être déclaré dans le module. À quel niveau? Dans Providers. Vous voyez, rappelez-vous, on a déclaré déjà About Service. Ici, il faut ajouter le service qui s'appelle Gallery Service. Alors maintenant, on revient au composant. Comment utiliser le service dans le composant Gallery? On va injecter le service. Alors pour injecter le service, on va utiliser, il faut le déclarer. Private. Alors maintenant HTTP, on n'a plus besoin ici, n'est-ce pas? Parce qu'en fait le service HTTP, on l'a utilisé dans la classe service. On va déclarer un objet de type Gallery Service de type Gallery Service. Nous avons notre service et dans ce cas-là, notre fonction ici, la fonction ça,
10.http.get.map, c'est déjà fait par le service. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais utiliser ici 10. Mon service qui s'appelle GareService, et j'appelle la méthode tout simplement search. Alors, juste pour qu'on ait un peu un nom différent, dans la classe service, GareService, on ne va pas l'appeler en search, on va utiliser tout simplement search. Parce qu'en fait, le on, par convention, on l'utilise pour les événements, pour répondre à un événement. Alors ici, donc, c'est juste pour changer. Donc ici, donc, je vais appeler la fonction qui s'appelle search. Mais la fonction search que j'ai ici, je vais l'enregistrer. Qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne un objet de type observable. Et comme il retourne un objet de type observable, maintenant c'est le composant qui va utiliser subscribe. Il attend le résultat. Si les données, quand il reçoit les données, ici, mais il faut envoyer les paramètres, n'est-ce pas? Search, il faut envoyer combien de paramètres? 3. Le premier paramètre c'est mot-clé. Alors on peut utiliser ici data form point mot-clé ou bien 10.mot-clé parce qu'il est déjà déclaré. On va utiliser donc size, 10.size, et on va utiliser 10.currentPage. C'est les 3 paramètres qu'il faut envoyer. Donc je fais appel à ça, j'attends subscribe, ça veut dire le composant, il n'est pas bloqué. Parce qu'en fait, tout ça c'est asynchrone. Quand vous dites, vous appelez la méthode search, il fait le travail, il se peut que ça prenne du temps, mais le composant lui, il ne va pas attendre, mais il va dire subscribe, c'est-à-dire j'attends. Et une fois que tu reçois le résultat, donc automatiquement ce traitement va effectuer, ce qui va permettre à l'interface de votre application de ne pas être bloquée. C'est-à-dire l'utilisateur il peut continuer à faire autre chose en attendant que les résultats arrivent. Donc ça c'est la partie asynchrone. Donc je reçois les données, je les affiche et on aurait maintenant utilisé le service d'une manière relativement mieux que ce que nous avons fait tout à l'heure. On va regarder si ça marche. Bon, il n'y a pas de problème, donc vous voyez, l'utilisation du service marche bien. C'est bon? Un dernier point, c'est ici. Alors subscribe, généralement quand vous l'appelez, vous dites data, ça veut dire que si j'ai le résultat. Mais le problème, parfois, il y a des erreurs. Vous envoyez une requête, si vous avez le subscribe, il reçoit en fait deux callbacks si vous voulez. Le premier, c'est ce que vous voyez là, c'est le premier paramètre, c'est-à-dire si c'est OK, je reçois le résultat. Et après, donc ça c'est la parenthèse, ça c'est le premier paramètre. Et ici, vous ajoutez un deuxième paramètre, et vous mettez error. Si vous voulez, voilà la syntaxe globale. C'est-à-dire quoi? Ici, si je reçois les données, je fais ça. S'il y a erreur, je fais ça. Parce que quand vous envoyez une requête HTTP, il faut également prévoir, peut-être il n'y a pas de connexion, etc. Alors ici, donc, vous pouvez faire juste console.log error. Tout simplement alerte ou bien vous affichez comme quoi il y a un problème de connexion, je ne sais pas quoi. Tout dépend en fait, parce que l'objet error, il contient également des messages de l'exception, ainsi de suite. Et si vous voulez à la fin donc générer l'application, donc je vous rappelle. Alors justement, c'est l'application qu'on a commencé hier. Donc l'application consiste à créer une application qui permet de gérer des contacts. L'application devrait permettre d'ajouter, de chercher des contacts, éditer, modifier, supprimer. La partie back-end, donc, je vous ai déjà montré comment la travailler avec Spring notamment. Et la partie front-end, on va utiliser Angular. Alors, juste pour terminer cette partie-là, maintenant, il faut comprendre une chose qui est très importante. C'est que tout ce que nous créons, c'est du HTML, il y a beaucoup de fichiers, il y a des fichiers CSS, il y a des fichiers TypeScript, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous voulez déployer l'application finale. Parce que la partie au final, je ne devrais avoir que un fichier HTML, des fichiers JavaScript et des fichiers CSS. Alors, c'est qui va me faire ça? C'est Angular. Alors en fait, avec Angular CLI,
il y a une commande que vous utilisez à la fin ng, build. Ça veut dire que vous voulez construire l'application. Et après, si vous voulez, vous utilisez l'option environnement égale prod. Alors, prod, ça veut dire production. C'est-à-dire, il va vous générer les éléments que vous allez publier maintenant dans un serveur et qui vont être utilisés pour, c'est-à-dire en production. Alors, en fait, cette opération-là, à nouveau, Angular CLI, il va nous préparer, bien sûr, l'application finale qu'on peut publier. Alors, si vous avez un compte GitHub et tout ça, donc vous pouvez également utiliser plein de possibilités avec ng pour pouvoir directement publier. C'est-à-dire, soit vous publiez l'application sur votre compte GitHub. Les applications statiques, vous pouvez les publier sur votre compte. Mais ça, donc, je ne vais pas utiliser ça parce qu'en fait, je crois que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec GitHub, non? Jamais? De toute façon, il faut le connaître. Il faut travailler avec dans les prochains projets que vous allez utiliser. Donc, je vous demanderai le projet que vous créez, il faut le publier sur GitHub. Donc, le code, c'est-à-dire le repository GitHub, il est fait pour d'abord publier le code source de votre application, mais en même temps, il vous donne la possibilité de publier des applications web statiques avec un nom de domaine que vous pouvez utiliser. C'est la partie front, si vous voulez, des applications web. Alors donc, ce travail, il est fait. Une fois qu'il termine, vous allez voir qu'il vous génère, dans votre dossier, il vous génère un dossier qui s'appelle dist, distribution. Donc, regardez ce que vous avez. Vous avez pratiquement, maintenant, votre application Angular, elle est là. Alors, on va le voir de l'extérieur. Workspace, Angular. Comment s'appelle déjà l'application? Vous vous rappelez? Angular for App. Voilà. Dist. Regardez, hop. Vous avez en fin de compte votre application. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a index.html, c'est ça votre application. Mais le reste, vous voyez que c'est des fichiers .js. Alors si vous tentez d'ouvrir votre application, bon, c'est index.html. Bon, il faudrait la mettre dans un serveur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la publier? Ben, tout simplement, vous prenez ces fichiers-là, les fichiers .js, les fichiers vous voyez, donc ici, vous avez des fichiers. Vous prenez ces fichiers, vous les publiez dans un serveur. Et après, donc, tout va se passer comme il faut. Alors, la taille généralement, il y a ici 2 mégas. Bon, si vous voulez, vendor bundle, donc ça c'est Angular, ça c'est le framework Angular. Et après, vous trouverez donc d'autres fichiers .js qui sont inclus, principalement. « 5 mégas, 3 mégas, 2 mégas, 5 mégas. Et après, vous faites le compte, vous trouverez 6, 7 mégaoctets. 8 mégaoctets dans toute l'application, dans la partie front de votre application. Des questions? Vous êtes sûr? Vous voulez prendre la pause? C'est le moment. Alors c'est exactement ce qu'on va faire. Donc